Éco-anxiété, agir, c'est guérir, nous-mêmes et la planète. Pics de température, incendies, tornades, le changement climatique est une réalité que nous vivons désormais partout, en toute saison. En s'inscrivant dans notre quotidien, la crise écologique peut générer une véritable angoisse qui porte un nom, l'éco-anxiété. Face à la montée des discours alarmistes, il est grand temps d'agir. C'est ce que vous propose Aesio Mutuel à travers ce podcast Éco-anxiété, agir, c'est guérir. Notre objectif, vous donner des clés pour aborder avec plus de sérénité les problématiques environnementales et cultiver une pensée positive qui favorisera le passage à l'action. Je suis Stéphanie Reynaud et je vais vous démontrer avec l'aide de psychologues, psychothérapeutes et de jeunes engagés pour l'environnement que les prévisions actuelles ne sont pas une fatalité. Nos actions ont encore le pouvoir de limiter notre impact sur l'environnement. Oui, il est encore temps d'agir. Dans ce deuxième épisode, je suis allée à la rencontre de Pierre-Éric Sutter, psychologue du travail, psychothérapeute et philosophe praticien. Cet expert a conçu, au contact de ses patients, une courbe des symptômes de l'éco-anxiété par catégorie, ainsi que des conseils pour dépasser cet état. Sa courbe est articulée en 3 étapes. Une boulimie d'informations pessimistes, des éco-stress et un rejet de la société pour arriver au sentiment de ne jamais en faire assez pour la planète. Pierre-Éric Sutter. Les étapes, il y en a 3, qui font qu'on entre en éco-anxiété. La première, c'est effectivement une boulimie informationnelle de mauvaises nouvelles. En fait, les éco-anxieux, en apprenant les mauvaises nouvelles, veulent vérifier. Et donc, par-delà les informations médiatiques, ils vont chercher un certain nombre de confirmations, mais par des faits scientifiques, enfin des recherches scientifiques, pour confirmer ces faits que rapportent les médias. Et malheureusement, d'information en information, ils découvrent que les informations qui sont ponctuellement présentées par les médias sont extrêmement bien documentées par les scientifiques et confirment ce que les médias disent. Une mauvaise nouvelle en amenant une autre. On en arrive à la deuxième étape qui est les éco-stress. Alors qu'est-ce que c'est qu'un éco-stress ? C'est découvrir que on arrive à des points de non-retour, des points de basculement irrémédiables. Le climat est en train de se réchauffer, c'est irrémédiable, et même si on arrêtait de rejeter des gaz à effet de serre, on maintiendrait le niveau de réchauffement sur lequel on est. Il faudrait des dizaines de milliers d'années pour que la température redescende. Deuxième éco-stress, qui est le corollaire, ou un corollaire de ce que je viens de dire, c'est que du fait du réchauffement, les glaces fondent. Et ça, c'est irrémédiable. On ne va pas pouvoir faire redescendre la température, donc les glaces vont fondre au bout d'un moment, donc en priorité celle du pôle Nord. La nature a mis en nous une mécanique qui est le stress, qui nous permet de mobiliser des ressources face à un danger ou un enjeu perçu comme tel. Pour l'éco-anxieux, pour qui la banquise est un danger, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'en moquent, mais pour les éco-anxieux, c'est un danger, parce que ça veut dire que ça va complètement bouleverser l'équilibre du Gulf Stream. Ça, c'est des choses qui stressent fortement les éco-anxieux, et malheureusement, c'est des stress chroniques, parce que ça va s'aggraver, et de plus en plus inquiétant pour les éco-anxieux. Donc de ce fait, boulimie informationnelle d'une part, éco-stress de l'autre part, ça fait 2 catégories de symptômes que vivent les éco-anxieux. C'est des ruminations permanentes, c'est-à-dire qu'à force d'accumuler des mauvaises nouvelles, on est dans une forme de rumination, ça les empêche de dormir. Ils ont des symptômes aussi affectifs, c'est-à-dire que ça leur donne des frissons, même de la peur, voire de l'angoisse, et ça les renvoie à ce que les psychologues appellent une angoisse de finitude, c'est-à-dire une angoisse qui leur fait percevoir que la mort qu'on va tous connaître est beaucoup plus certaine et beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait prévoir, et qui les amène, étape 3 de la courbe de l'éco-anxiété, à rejeter les valeurs consuméristes de la société dans laquelle ils ont toujours évolué. Comme s'ils sortaient de la matrice, en fait, ils rejettent les valeurs consuméristes un peu violemment parfois, et il va falloir leur apprendre après, pour dépasser l'éco-anxiété, à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Mais clairement, ils ont l'impression d'être les seuls à voir les problèmes, et quand ils en parlent dans leur entourage, ils se sentent comme exclus en fait des conversations, parce que d'abord, ils peuvent faire peur à leur entourage, à leur famille, leurs amis, leurs collègues. Donc au bout d'un moment, les collègues les excluent un petit peu de ces conversations-là. Et puis, à force d'être des oiseaux de mauvais augure, c'est comme ça que parfois on les appelle, parce qu'ils parlent tout le temps de ces mauvaises nouvelles, en essayant en fait d'alerter en fait leurs congénères. Ils sont un petit peu ostracisés, puisque à force, ça agace, si vous voulez. Finalement, ça devient les messagers dont on n'a plus envie d'entendre les messages.
Et c'est en ce sens-là qu'ils sont isolés. C'est vraiment la troisième catégorie de symptômes, c'est l'isolement. Et enfin, il y a une quatrième série de symptômes que je constate auprès des éco-anxieux face à ces éco-stress, c'est qu'ils se disent, comme j'ai pas les ressources pour faire face, je n'en fais jamais assez pour la planète et pour l'humanité. Une fois qu'ils ont franchi les 3 premières étapes, donc l'étape boulimie informationnelle, l'étape de l'éco-stress, puis la troisième étape du rejet des valeurs consuméristes, ils entrent dans ce que j'appelle la vallée de la mort. Et c'est à ce moment-là, après ces 3 étapes, on va dire que ces éco-anxieux viennent vous voir, vous les recevez dans cet état-là. C'est quoi la suite ? Parce que cette vallée de la mort, elle peut effrayer. J'imagine qu'il y a une lumière au bout du chemin, qu'en tout cas vous essayez de les guider, de les accompagner. C'est exactement ça. Ils ne voient pas la lumière. Quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ne voient plus la lumière. À chaque fois qu'ils viennent me voir, je leur fais passer un petit questionnaire qui est un questionnaire qui a été validé scientifiquement, qui permet d'évaluer, de diagnostiquer en fait l'éco-anxiété. Et ils sont à un niveau extrêmement élevé, d'accord ? Donc ils viennent me voir au moment où ils ont tout tenté par eux-mêmes, où finalement ils ont cherché par eux-mêmes à se sortir, à dépasser cette éco-anxiété, mais ils n'y arrivent pas seuls. Ça les affecte tellement que comme ils en dorment plus la nuit, ils sont fatigués, ils sont très préoccupés, ils sont au bord de la dépression, parce que certains peuvent, et j'en ai quelques-uns qui ont des pensées suicidaires. Donc c'est quand même, on plaisante pas avec l'éco-anxiété. Même si, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est pas une maladie et que ça peut rendre malade, ça peut donc rendre gravement malade, jusqu'à ce que la personne décide d'arrêter de vivre à cause de ça. Donc voilà, clairement, ils sont au fond du trou, au fond de la vallée de la mort, et la première chose à faire, c'est de revenir un peu en arrière dans leur cheminement, ce qui fait qu'ils ont été amenés à descendre dans la vallée de la mort. Donc c'est déjà traiter la boulimie informationnelle négative, en la contrebalançant très simplement par des informations positives. Ça ne veut pas dire qu'on va les nier. On ne va pas être dans le monde des bisounours. On va dire que tout ça, en coupant juste le téléphone ou la télé ou la radio, tout ça va disparaître. C'est pas vrai. Donc c'est de leur dire non, vous avez raison. Il y a beaucoup d'informations négatives. C'est déjà d'accueillir ce qu'ils ont à nous dire en reconnaissant qu'ils ont raison, parce qu'ils ont raison. C'est sérieusement documenté par les scientifiques. Or, ce qu'ils me disent pour la plupart d'entre eux, c'est qu'ils ont essayé de consulter d'autres praticiens qui leur disent « mais non, vous délirez » ou « on va trouver une solution, tout ce que vous dites ». Donc, quelque part, non seulement on dénie leurs paroles autour de leurs amis, autour de leur famille ou autour de leurs collègues, mais parfois certains praticiens dénient cette parole. Et ça, c'est grave. Alors, on peut excuser les praticiens parce que toutes les éco-pathologies ne sont pas encore référencées. J'ai fondé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse. On a mesuré le nombre d'éco-anxieux en France. On a mesuré qu'en France, il y a 2,5 millions d'éco-anxieux en situation d'aller consulter un thérapeute, c'est-à-dire dans un état limite de mal-être qui n'est pas loin de la psychopathologie. Ça veut dire que si on n'a pas en face les praticiens qui sont capables d'écouter l'éco-anxiété et de la traiter, on va avoir un problème de santé publique. Donc il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Donc quand ils viennent me voir, les éco-anxieux, il va falloir, 1, contrebalancer les informations négatives par des informations positives, 2, leur faire comprendre qu'il y a des éco-stress pour lesquels on ne pourra jamais rien faire. Et là, je leur rappelle une bonne vieille antienne stoïcienne qui date de 2500 ans, qui consistait à dire « il y a des choses dans le monde pour lesquelles on ne peut rien faire et ça ne dépend pas de nous. Et il y a des choses dans le monde pour lesquelles on peut faire des choses et là, ça dépend de nous. » Pour vous donner un exemple, et c'est d'ailleurs un exemple que je leur donne, je leur dis « 6e extinction massive ». Certes, l'homme a son rôle à jouer dans cette 6e extinction massive. Il y a quand même entre 80 et 130 espèces qui disparaissent par jour, faune, flore confondues. Je leur dis, s'il y a une 6e extinction massive et que l'homme est apparu au moment de la 5e extinction massive, celle qui a vu voir disparaître les dinosaures, c'est que c'est pas seulement la faute de l'homme, qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui sont liées à la nature, à ses cycles, à la façon dont elle fonctionne. Et là, ça leur permet de relativiser le poids de l'humain, parce qu'on a, nous, tendance, les humains, à être très auto-centrés, à croire que nous avons prise sur le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui vont les dépasser et qu'il y a des enjeux qu'on ne pourra pas traiter, qui font partie de ces lois qui nous dépassent. Et donc, eux, en tant qu'humains, ils doivent se recentrer sur des stress pour lesquels ils ont prise et pour lesquels ils vont avoir des ressources pour pouvoir agir. Donc en fait, c'est abaisser le seuil d'exigence finalement des éco-anxieux sur un enjeu écologique ou environnemental pour lequel ils auront les ressources. Et c'est le meilleur moyen de repartir vers l'action et d'arrêter de se faire du mouron pour des choses pour lesquelles on ne pourra pas agir. Parce que clairement, ils ont raison, on ne pourra pas agir. Donc, focaliser à la fois son énergie, son attention et ses actions à une échelle humaine qui soit réalisable à taille humaine. Revoir ses objectifs, si j'ose dire, d'action, c'est-à-dire que les éco-stress donnent des objectifs inatteignables, et c'est pas la peine de se focaliser sur ces objectifs-là, puisqu'ils sont pas atteignables, mais créer ce qu'on appelle des résiliences locales, des îlots de résilience, pour que notre environnement nous soit toujours favorable et que nous-mêmes créions notre propre résilience, notre propre adaptation par rapport à ces îlots de résilience. Je vous donne un exemple.
J'ai un ami qui travaille à l'ONF, directeur de la recherche et développement, il m'a annoncé que, par exemple, dans la région d'Angers, le climat, qui n'est pas du tout méditerranéen, il est plutôt humide, allait devenir méditerranéen dans 30 ans, c'est-à-dire en 2050. Clairement, les arbres, ils n'ont pas le temps de s'adapter. Ils n'ont pas le temps de faire pousser des pins et puis des fruits et des légumes qui pourront supporter la chaleur que ça sous-entend. Donc clairement, nous, les êtres humains, on a une capacité, et c'est ce que fait d'ailleurs l'ONF, à faire de la migration assistée d'essence d'arbres ou de plantes. Ça, on a l'intelligence et les moyens pour le faire. C'est à notre portée, contrairement à la fonte de la banquise. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les éco-anxieux peuvent avoir prise et peuvent agir. Et quelle est la prochaine étape ensuite ? Alors déjà, donc, c'est faire la paix avec l'angoisse de finitude. Donc quand on est dans la vallée de la mort, on a très très peur de la mort. Elle est réactivée finalement par tous ces enjeux écologiques. Et donc, il faut faire la paix avec la mort, l'apprivoiser, et se dire, bah oui, un jour ou l'autre, je vais mourir. J'ai pas forcément envie de mourir dans d'atroces conditions. Donc c'est justement ça, c'est travailler sa résilience, qui est un des points clés de la sortie de la vallée de la mort. Mais en fait, plus que l'angoisse de finitude physique, c'est une forme d'angoisse de finitude symbolique. C'est faire aussi la paix avec le monde d'avant tel qu'on l'a connu. Parce que, en fait, paradoxalement, les éco-anxieux sont des gens qui ont conscience que le monde d'avant est en train de disparaître. La fin des temps de la biodiversité. La fin des temps d'un monde stable aussi. Certains imaginent que tout ça va créer des problèmes sociétaux, évidemment. Le jour où l'essence sera à 5 €, qui va pouvoir se payer l'essence? Et là, ça risque de créer des frictions sociales beaucoup plus fortes que celles qu'on vient d'affronter. Donc, certains se disent que ça va être la fin des temps d'une stabilité sociétale, même pourquoi pas de la démocratie. Certains savent qu'il va y avoir autant de plastique dans les océans en 2050 que de poissons. Ben ça, c'est la fin des temps d'un océan idyllique, propre, où les poissons pouvaient se reproduire sans avaler 12 sacs de plastique qui les étouffent, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font dire qu'il y a tout un deuil, un travail de deuil à faire sur la fin de tous ces temps-là. Et la fin aussi d'un futur qu'on s'était imaginé d'une certaine manière et qui n'aura pas lieu. Pas lieu en tout cas avec le monde tel qu'on l'a connu, le monde d'avant. Et donc tout l'enjeu, c'est de passer du monde d'avant, avec ses promesses telles qu'elles existaient jusqu'à ce qu'on arrive à cette crise écologique et environnementale, et passer dans le monde d'après avec les nouvelles conditions de vie qu'on va avoir à affronter. Il y a déjà des gens qui savent vivre avec la chaleur, voyons comment ils font. Intéressez-vous à ce qu'ils font. Si vous craignez de vivre dans la chaleur, j'ai une patiente comme ça à Toulouse qui craignait beaucoup que le pays dans lequel elle est née devienne désertique, d'accord ? Puisque justement, c'est le monde d'avant qu'elle voit partir. C'est ça la solastagie d'ailleurs. C'est de voir le monde dans lequel on a grandi disparaître. Et l'éco-anxiété qui est plutôt projective, c'est de se dire mais dans quel monde on va vivre ? Et donc, il y a, comme vous le dites très justement, il y a un certain deuil du futur à faire. Mais le futur n'arrive jamais, en fait. C'est l'avenir qui advient. Et donc, c'est d'accepter que ce qui va advenir soit vivable. Les éco-anxieux, c'est pour ça que j'aime bien les appeler éco-clairvoyants, parce qu'ils savent voir des signaux faibles advenir petit à petit dans un futur proche, en fait. Fort de ces signes faibles, ils savent prendre des décisions si, bien sûr, on les sort de la vallée de la mort. Loin d'être un handicap, leur éco-anxiété est une force. Et c'est ce qui leur redonne de l'espérance et qui leur donne l'énergie de s'en sortir, grâce à un éco-projet. Donc les éco-anxieux sont des gens qui sont éco-clairvoyants, qui donc voient des signaux avant-coureurs avant tout le monde, et qui se préparent à travailler leur résilience. Donc les éco-anxieux, par exemple, vont chercher à avoir un système de chauffage alternatif, comme un poêle à bois. S'ils n'ont pas la possibilité de mettre un poêle à bois, ils vont calfeutrer une pièce, par exemple, avec des matériaux HQE, haute qualité environnementale. Voilà, ils ont plein d'astuces comme ça, où ils vont essayer de convaincre leur syndic d'arrêter que leur immeuble soit une passoire énergétique pour justement éviter qu'il y ait trop d'énergie qui s'envole par les toits ou les fenêtres, etc., etc. Et ça, c'est un éco-projet, que de pouvoir se dire, j'ai la possibilité d'avoir moins froid, donc d'être plus autonome énergétiquement, d'être plus autonome au niveau de ma mobilité, mais aussi au niveau de mon alimentation. Parce que le jour où il n'y a plus d'essence, comment on approvisionne tous les petits commerces de proximité ? Quels sont les conseils, les clés que vous donnez à vos patients une fois qu'ils ont pris conscience de tout ça, que vous leur avez amené ces grandes pistes, notamment celle de l'éco-projet, qui peut à la fois les sortir eux de leur éco-anxiété, mais peut-être nous sortir tous aussi de la panade. Quels sont les trucs, les astuces auxquels on ne pense pas forcément ou qui sont au contraire du bon sens ? Alors, moi, je leur donne une cartographie. Il y a 3 points clés.
c'est d'abord trouver le sens de son éco-projet. Par exemple, on ne va pas agir de la même manière selon qu'on est vegan, par exemple, donc soucieux de la souffrance animale ou d'une santé qui ne passe pas par trop de viande, parce que derrière ça a un impact pour l'élevage et donc pour les gaz à effet de serre à cause du méthane, parce que les éco-anxieux pensent à tout ça. Voilà. Quelqu'un qui va être vegan ne va pas s'engager de la même manière que quelqu'un qui ne l'est pas, mais qui pour autant a envie de s'engager pour la planète. On n'est pas obligé d'être vegan pour s'engager pour la planète et avoir un éco-projet. Donc quand on a trouvé le sens de son action, on va pouvoir mobiliser toutes ses compétences, parce que les compétences vont rimer avec les appétences des valeurs. Le sens de mon action est conforme à mon engagement, donc je m'engage à fond et j'ai une utilité sociale. Donc il y avait sens, engagement et enfin satisfaction. Et par le fait que je suis satisfait de mon éco-engagement, ça reboucle sur le sens et ça donne encore plus du sens à l'action, à mon éco-projet. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Dans le prochain numéro, nous recevrons Lucie Pellissier, une jeune militante engagée pour le climat, qui nous racontera le chemin parcouru de sa prise de conscience à son passage à l'action. Ce podcast vous est proposé par Aesio Mutuel, deuxième acteur mutualiste en France. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. À bientôt.